Mais ce qu'on voulait voir apporter dans cette dernière table ronde, c'est bien sûr la réaction d'élus, de représentants d'élus. Et puis, on parle beaucoup de pluridisciplinarité. Alors, on n'a pas été très pluridisciplinaire dans cette rencontre. Donc, on a une sociologue à côté de moi qui va faire les autres disciplines à elle toute seule. C'est ambitieux, mais elle a la trempe pour le faire. Donc, c'est la question de co-construction du projet de territoire. On a appelé ça récit. Il y a quelque chose à dire ensemble, avec les tiraillements qu'on a vus dans la précédente discussion. À un moment, il y a quelque chose qui va émerger. Je suis ravi, je l'ai dit tout à l'heure, si on en aboutit à une évolution de notre propre déontologie de profession. Ça veut dire la capacité à chacun de sortir de ce qu'il sait, de sa zone de confort, pour aller apporter au débat sur le projet réel, c'est-à-dire pas le projet de l'architecte. Les architectes ont toujours l'impression que c'est eux les projets. Non, le projet, c'est le projet du territoire, c'est le projet social, c'est le projet humain. Donc c'est un peu ce sujet-là que nous allons essayer de débattre autour de cette table ronde, en commençant par Ségolène Charles, qui est ici, et qui exerce en architecture urbanisme dans l'atelier du lieu. Elle est aussi attachée au laboratoire Espace Travail. Vous me préciserez peut-être l'orientation du laboratoire à l'école de Paris-La Villette. J'ai noté dans la petite présentation encadrée projet urbain participatif. Donc c'est bien ce que je viens de commencer d'expliquer. Fanny Herbert, qui est à ma gauche, qui a créé quelque chose qui s'appelle carton plein, qui est pour un extérieur pas très facile à définir. Je lui laisserai le soin de le faire, parce que je pense que c'est l'expression même de son engagement sur ces sujets. Donc, j'avais rencontré Fanny Herbert du côté du public, dans une activité qui a un certain temps maintenant sur Village du Futur en Bourgogne. C'est un très beau pas sur ces réflexions, qui était aussi une action du Conseil régional de Bourgogne, mais qui était aussi dans le cadre de l'activité de la 27e région. Je ne sais pas si on viendra discuter de ça, mais en tout cas, voilà, j'avais vu ce travail d'animation autour de la question du projet social, justement, dans des villages, et il y avait une belle dynamique qui se crée dans cette initiative conjointe, je dirais, entre ceux qui ont amené le projet et ceux qui l'ont réalisé. Tout à fait au bout de la table, Nicolas Détry. Je vous présente les gens dans l'ordre de leur intervention. Nicolas Détry, qui est architecte enseignant dans cette école, il s'est déjà présenté. Il intervient dans le cadre du domaine d'études métaphore, donc une relation au patrimoine, avec une particularité de relation au patrimoine, c'est l'école de Rome, l'école italienne de la relation avec le patrimoine. Auteur d'un livre dont on est très fier pour lui, c'est intitulé Patrimoine martyr, qui était distingué par l'Académie d'architecture cette année. Donc voilà, une parole qui est fondée du côté de la recherche, mais qui était aussi dans l'exercice sur terrain, sur tiers, dans le cadre d'ateliers d'étudiants qu'il décrira probablement. Je dirais qu'en dernier groupe, même s'ils ne sont que deux, Jean-Yves Goudbel, je savais que je le ferais, Sébastien Goudbel, maire de Murol et vice-président des maires ruraux, de l'Association nationale des maires ruraux, qui effectivement est pour nous, et l'engagement de l'école, je dirais, votre présence est un temps fort pour nous, et pour des collaborations qui sont pleine de potentiel avec vous, puisque nous travaillons, nous nous exprimons sur le projet, l'avenir des territoires ruraux. Et enfin, Sandra Marceau, donc la dernière personne que je n'avais pas appelée, qui est
de formation urbaniste et qui a exercé longtemps en cabinet individuel ce qui sont les missions des urbanistes, je dirais, de terrain, donc sur tout ce qui est réglementaire. Et puis, devenue députée, elle siège à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, donc exactement sur nos sujets. Elle a été rapporteure sur la loi Elan, vous savez, la loi que nous avons beaucoup critiquée dans les écoles d'architecture et dans le milieu de l'architecture. Et puis, elle est membre du bureau exécutif de POPSU, donc ce qui nous relie aux précédentes présentations. Voilà. Donc je vais passer la parole à Ségolène Charles. Bonjour à tous, donc Ségolène Charles, je suis architecte urbaniste et chercheur. J'ai fait donc mes recherches portent sur l'élu local et la participation citoyenne dans les petites villes. Donc c'est à la fois une problématique opérationnelle. L'agence L'Atelier du Lieu dans lequel je travaille, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme qui est spécialisée en participation citoyenne, énonçait la gérante lorsque j'ai commencé mes recherches que dans le cadre de projets urbains participatifs, la problématique n'était pas forcément d'impliquer les habitants, mais lorsque l'élu était absent du débat et ne jouait pas le rôle de régulateur. Donc, la question de l'élu de petite ville et de la participation citoyenne, c'est donc une problématique de terrain. Je pense que certains praticiens pourront témoigner aujourd'hui, mais aussi une problématique de recherche. C'est une recherche que j'ai menée au sein du laboratoire Espace Travail de l'école d'architecture de Paris-La Villette et avec le Centre européen de sciences politiques de la Sorbonne. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que les recherches, elles ont principalement aujourd'hui été abordées en tout ce qui est sur démarche participative du point de vue du citoyen. On s'est peu intéressé à l'élu en tant que figure, et lorsqu'on s'en a intéressé d'un point de vue scientifique, c'est l'élu local cristallisé sur la figure du maire. Les recherches scientifiques, en France, portent principalement à l'échelle nationale, et ce qui nous intéresse plus particulièrement en tant qu'architecte, c'est forcément l'élu lorsqu'il enfile son rôle de maître d'ouvrage. Jusqu'à très récemment, les recherches se sont vraiment focalisées sur les métropoles et l'élu, qu'on appelle maître d'ouvrage occasionnel, par opposition à des élus très expérimentés qui sont habitués à porter des opérations urbaines architecturales, c'est resté encore un angle mort de la recherche. On voit un regain d'intérêt sur les petites villes, mais qui est tout récent. C'est un sujet qui est donc à la fois, pourtant, c'est un sujet qui est à la fois scientifique et d'actualité. En France, la participation, elle a émergé en urbanisme, après les luttes urbaines, après 68, dans le cadre des luttes urbaines. Il y a eu un essoufflement chez les architectes, puis un regain d'intérêt qui est apparu avec les questions de développement durable, début des années 2000. Pour l'élu local, et d'autant plus pour celui de petite ville, c'est devenu un cadre de plus en plus contraignant, avec tout un appareil législatif qui s'est renforcé et qui s'est épaissi. Et tout ça s'est accompagné, on en a parlé de manière un peu en filaire aujourd'hui, d'une crise de légitimité du politique. On sait qu'il y a un taux d'abstention qui est important en France, un peu moins dans les territoires ruraux, mais qui est tout à fait présent, et aussi une volonté des citoyens de participer à l'élaboration de leur cadre de vie. Dans ce contexte-là, on voit donc qu'à l'heure actuelle, et on a vu que c'était un peu en trame de fond des discussions qui ont émergé tout à l'heure, on a un élu à l'échelon municipal qui est, entre guillemets, affaibli. On a eu un transfert des compétences avec la loi NOTRe, avec la loi MAPTAM, à l'échelon intercommunal. On a eu plusieurs lois qui l'ont affaibli. Et donc c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de la recherche, c'est comprendre quelles relations, et c'était quand même le but aussi de ce colloque, s'établissent entre cet élu municipal qui laisse une grande marge de manœuvre, une grande autonomie en termes d'ingénierie, de projets urbains et de participation, et les personnes qui le mandatent. Ici, c'est une agence d'architecture et d'urbanisme qui est spécialisée en participation citoyenne. Je vous ai mis ici un exemple d'une commune, d'une petite ville, dans lequel en fait, l'agence d'architecture et d'urbanisme dans laquelle je travaille a mené une opération de projet urbain de revitalisation de centre-bourg. Et ce qu'on voit ici, c'est effectivement un schéma d'acteurs qui met en évidence plusieurs choses. Ce que l'on voit à l'issue de mes recherches, et des recherches aussi en sciences politiques, il y a tout un travail derrière assez énorme de la part des chercheurs, c'est tout d'abord que, bien sûr, le maire, donc là on a, je sais pas si vous voyez, on a l'agence d'architecture et d'urbanisme, le maire, enfin, la maîtrise d'ouvrage qui mandate
cette agence, on est dans le cadre d'un projet urbain classique. Et ici, monsieur le maire est forcément, les recherches le montrent, il cristallise le pouvoir local. Il est aussi au cœur du projet urbain, de la décision, et il fait l'objet, dans cet exemple, d'un certain nombre de jeux d'acteurs, de pression extérieure qu'on observe ici dans ce rond gris, d'anciens élus, d'acteurs économiques, de notaires, de paroissiens, qui fait que depuis 3 mandats municipaux, l'équipe municipale change et le plan guide recommence à zéro parce qu'il y a en fait de manière cachée ces personnes-là qui jouent un pouvoir sur l'élaboration de la décision. Ce qui est intéressant ici, et c'est un peu l'objectif de mon intervention, c'est de montrer qu'il y a à la fois un changement de paradigme à effectuer pour les élus par rapport à la culture politique qu'ils ont héritée, mais il y a aussi un changement de paradigme à effectuer chez les architectes urbanistes par rapport à la culture professionnelle, ça on l'a aussi évoqué aujourd'hui, qu'ils ont hérité. Et on voit dans ce cas-là que tout le rond ici, en gris que l'on observe est en fait un jeu d'acteurs peu perçu par l'agence d'architecture et d'urbanisme en place. Dans le cadre de ma recherche, ce jeu d'acteurs m'est apparu quand je suis revenue faire des entretiens semi-directifs avec les acteurs et monsieur le maire m'a enfin révélé ce qui se passait en arrière-plan dans l'appareil décisionnaire. La question de la participation, ça suppose de rééquilibrer. Ce n'est pas forcément que des post-it ou des animations, je pense que d'autres personnes pourront me l'expliquer aujourd'hui. Il y a tout un travail de fond qui se fait sur l'élaboration de la décision. La participation, ça suppose une décision qui est transparente et argumentée. Et dans ce cadre-là, ça demande un rééquilibrage décisionnel qui est lourd et très souvent non élaboré dans la commande initiale que portent les élus qui se focalisent sur la question du projet urbain et puis la participation, ça va être quelques petites réunions qu'on va animer par-ci, par-là. On comprend donc qu'ici, l'agence vient ramener avec l'aide, en créant un binôme de confiance, et là, je me réappuie sur les paroles de monsieur le maire ce matin qui intervenait, qui parlait de confiance entre la maîtrise d'ouvrage et l'agence mandatée. Ce qui caractérise les petites villes, cette dimension de confiance. On va avoir une relation, on va dire, entre guillemets, assez fusionnelle, qui va s'établir entre la personne qui va mandater, le maître d'ouvrage et le maire ou un élu stratégique qui le représente, et la personne qui est mandatée. À travers ce travail, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la participation, on a des élus qui sont très ouverts à la participation, d'autres qui sont plutôt fermés, et entre deux, on a beaucoup d'élus qui vont peser le bénéfice-risque, ce qui se comprend. La participation crée une incertitude par ses allers-retours, par sa construction empirique, qui ne rassure pas les élus qui sont dans un contexte actuel d'autant plus difficile, comme on l'a vu dans des contextes de petites villes. Et ce binôme de confiance qui va s'établir avec un architecte urbaniste formé aux enjeux de management de projet, aux enjeux de participation, et une maîtrise d'ouvrage qui est volontaire sur ces questions-là, va permettre d'atténuer cette zone d'incertitude qui va se créer. On voit ici que les jeux d'acteurs qui étaient en pression sont toujours présents, mais ils ne sont plus dans l'élaboration directe, ils ne vont plus jouer directement sur l'élaboration de la décision. Le groupe de travail, le panel élu et le panel avec les habitants va travailler directement sur le cœur du projet. Et donc, ce binôme de confiance qui peut s'établir entre un maire et un architecte urbaniste va permettre de rééquilibrer la décision. Ici, je précise, un maire ou président, lorsqu'on est à l'échelle intercommunale, ici, je précise que c'est un portage communal, ce qui pose aussi des questions. La question de la commune, du portage communal fait que, dans les cas que j'ai pu observer, l'agence se retrouve à pallier un manque de moyens financiers et humains qu'on observe à l'échelon communal. Alors que, dans le cadre de la recherche, l'intercommunalité est souvent décriée par les chercheurs comme un lieu de confiscation de la démocratie. On peut se dire, d'accord, c'est pas du tout l'échelon où on peut mettre en place de la démocratie participative. C'est pas si simple. Oui, les élus ne sont pas élus, les élus communautaires et le président ne sont pas élus au suffrage direct universel. Il y a effectivement un millefeuille territorial qui est compliqué, un feuilleton aussi, qui est compliqué. Il y a une technisation, parce que les projets menés à l'échelon intercommunal sont complexes.
Pour autant, et paradoxalement, dans ce feuilleton, il y a aussi un potentiel, c'est un levier aussi en termes de moyens humains, financiers, de formation des services techniques liés à la question de la participation qui est assez intéressant et important. Juste un exemple avant de conclure, là effectivement on voit que l'architecte urbaniste, lorsqu'on le mandate pour un projet urbain participatif, oui bien sûr, il a ses compétences de management, de conception à amener, tout ce qu'ont évoqué les praticiens qui sont passés depuis ce matin. Et pour autant, il a aussi il a bien sûr des compétences d'animation, d'organisation, mais il a aussi des compétences de management de projet et de compréhension des systèmes d'acteurs qui sont cachés ou pas forcément visibles au premier abord, pour les rééquilibrer et les réinsérer dans le projet urbain officiel. Et là, on voit le nombre d'allers-retours sur le projet urbain, un projet urbain évoqué, certes avec les habitants, avec les élus, mais surtout avec le conseil municipal, avec le maire et avec le directeur général des services. Et donc, on comprend tout le rôle qu'il a à prendre. Donc, pour conclure, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement ce changement de paradigme qui a opéré du côté de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi du côté des concepteurs, si on veut mettre en place des projets participatifs. Au-delà de réunions d'animation pure qui font partie de la démarche participative, on a une compréhension, un jeu de processus de décision à rendre transparent et argumenté. Et donc, dans un cadre de petite ville, avec des maîtrises d'ouvrage qu'on a vues à l'échelon communal qui sont quand même fragilisées, il y a un binôme de confiance qui est à réaliser, et même à l'échelon intercommunal aussi, entre l'élu et l'architecte urbaniste qui veut mettre en place ce genre de dispositif. Ça suppose à la fois que les élus puissent se passer sur ce mode de projet, certains l'ont déjà fait, d'autres sont en train de le faire, mais il y a quand même un nombre d'élus qu'il faut rassurer, et que les architectes soient formés à des questions de management, mais aussi des questions de sciences politiques, puisque lorsqu'on travaille pour des marchés publics, notre premier client, c'est important de comprendre à la fois comment cela fonctionne, et à la fois quels sont ses besoins. Et donc pour finaliser, bien sûr, à l'échelon communal, les petites villes et l'échelon communal sont très intéressants. L'intercommunalité est décriée, mais c'est aussi un levier potentiel de la participation. Et au-delà de tous ces obstacles que j'ai pu décrire, lorsqu'on arrive à mettre en place des projets urbains de telle nature, on arrive à des expérimentations que l'on ne trouverait pas forcément ou moins facilement sur des contextes métropolitains. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai la chance de vivre dans ce territoire merveilleux du Livradois-Forez dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici et de voir un peu la richesse des échanges. Et merci encore à l'école d'archi de Clermont-Ferrand de jouer ce rôle de mise en connexion des expériences, des projets. Voilà, donc Carton Plein, c'est une association donc installée aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme, dans le Livradois-Forez, au cœur du parc, qui s'est constituée en 2010 à Saint-Étienne. Plutôt sur un constat de jeunes concepteurs à l'époque, on a un petit peu vieilli, qui se retrouvaient en tant qu'experts à parcourir la France, à prendre des TGV et à aller donner des conseils un peu partout, alors que notre propre ville, Saint-Étienne, était en plein bouleversement et qu'on arrivait très peu à avoir de prise sur ce gros projet mené par l'EPAS notamment et la ville de transformation dans le centre urbain de Saint-Étienne. Donc il y avait à la fois de l'envie vraiment d'habiter et de travailler sur notre territoire d'implantation et de donner la parole à l'ensemble de ces ressources et de ces acteurs. Et en même temps, l'autre point, c'était de pouvoir prendre du temps, d'être plutôt dans de la recherche-action, de la recherche-expérimentation, mais de sortir de ces cadres trop serrés qui étaient pour nous les appels d'offres et les appels à projets et les appels à demande de subventions, mais des choses un peu tout resserrées qui nous empêchaient de prendre le temps de se re-questionner. Donc la base de Carton Plein, c'est une équipe très pluridisciplinaire. Moi, je viens de la sociologie, mais j'ai beaucoup travaillé dans le monde culturel, artistique, avec des urbanistes, avec des concepteurs. Donc on est tous très hybrides. Aujourd'hui, il y a un paysagisme qui fait de la BD, de la prise de son. On a une designer qui a travaillé en école d'archi et qui, en même temps, a fait l'école Boulle, donc qui est très proche des questions artisanales. On est tous hybrides nous-mêmes et ensemble. Et en fait, c'est comme ça qu'on enquête, qu'on conçoit nos projets et qu'on s'implante sur des
territoires. Donc à Saint-Étienne, on a beaucoup exploré les questions de co-conception, de participation citoyenne. On a tout fait, on a tout essayé avec tous les étudiants, toutes les écoles, tous les voisins. On a vraiment essayé plein de choses et on s'est retrouvés nous-mêmes beaucoup instrumentalisés par cette participation, à être dépassés par les enjeux du projet urbain. On a beaucoup travaillé sur l'activation, par exemple, sur des sujets précis des rez-de-chaussée vacants. Et on s'est retrouvés au même moment avec la construction d'un énorme centre commercial à côté. Donc on a été un peu dépités par ce chaos de cette ville, pourtant déjà un peu moyenne, on pourrait dire, mais qui était pour nous très grande. Et donc l'équipe a explosé et moi je suis retournée m'installer dans un petit coin que je connaissais bien, donc le Livradois-Forez, dans un village de 1000 habitants à Job, où on a décidé tout petit à petit, sans savoir ce qui allait se passer, de remettre en place une équipe sur place. D'autres membres de l'association étaient ailleurs, donc je vous ai mis cette petite image avec nos lieux d'intervention. Donc on a notre petit épicentre rose en ce moment où le labo, donc notre labo urbain a été transmis, enterré. Il y a eu plein de séances diverses et variées avant d'arriver en Auvergne, où on a donc monté un labo rural, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et on a donc en parallèle hérité de ce camping-car d'un papy des collègues qui est décédé et qui allait voir avec ce camping-car des ouvrages d'art, donc le pont de Millau, des choses assez exceptionnelles en France, et on s'est dit mais que faire de cette mobilité, comment se mettre en relation avec d'autres territoires, puisque comme vous allez le voir, on est très dans l'habité d'en faire des choses ici, mais on se rend compte que très vite on a quand même besoin de passer à l'échelle, de discuter, de dialoguer sur des sujets avec d'autres territoires et d'autres collègues. Donc là on a en parallèle de nos activités du labo rural qui représentent à peu près 50% de notre activité, on est 4 permanents dans l'association, une quinzaine de membres, enfin quinzaine de personnes qui travaillent avec nous. On a tout un volet qui est lié à une thématique qui s'appelle vieillir vivant. Donc on prend au sérieux cette question de la mort, de passage de transmission entre les générations, de plein de questions qui sont liées à cette question un peu cruciale. Et là, on est en lien avec 7 autres territoires où 7 autres équipes comme les nôtres sont intégrées à ce projet. Et donc on travaille sur un cadre long de recherche-action. Donc, je vous ai mis cette petite image. On est arrivé dans le Livradois-Forez avec pas grand-chose, juste la mise à disposition, donc dans le village de Job, d'un étage d'une colonie de vacances vacante, donc un énorme bâtiment, donc un village de 1000 habitants avec à peu près 5000 mètres carrés, 5 bâtiments vacants énormes, liés à l'histoire de cette commune qui accueillait une station climatique, donc un aérium, un ancien sanatorium, un peu comme l'histoire de ce bâtiment, qui s'est retrouvé avec ces grandes friches, donc à la fois avec des problématiques de centre-bourg et ces grandes friches, et qui est un village somme toute très sympathique, mais où il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression que la mairie est gelée par l'immensité de la tâche à accomplir, ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et notre technique carton-plein, c'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on arrive, il n'y a aucun projet, il n'y a pas de cadre de commande, mais on est des habitants. Là, en l'occurrence, je venais de m'habiter et on se dit comment implanter quelque chose ici. Donc tout à fait dans la lignée de ce qui s'est dit, un architecte, un lieu. Donc nous, c'est pas un architecte, mais c'est une équipe, un lieu. Donc on commence à prendre prendre au sérieux cette question de l'histoire de la commune. Et on a mis en place une enquête. Donc on vient de publier une petite édition que je pourrais vous faire passer, qui est à vendre pour la modique somme de 5 €. Voilà. Et donc on a pris le temps d'aller rencontrer tous les gens du village, de comprendre un peu cette histoire qui était quand même très forte, puisque le village a accueilli jusqu'à 350 enfants. Et plein d'autres activités connexes. Voilà. Donc on a monté ce projet Parcours de jeu pour vous parler un peu du cadre, parce que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, mais comment on met en place ce type d'action. Donc lié à cette première action soutenue par la DRAC et la région, dans le cadre d'un programme Mémoire du XXe siècle, on est passé à un autre programme qu'on a appelé Parcours de jeu, qui est plutôt, on aime bien créer des cadres de projets de 3 à 5 ans, avec quand même un début, une fin. Donc là, l'idée, c'était de s'implanter dans le village, de travailler sur l'activation des espaces publics, mais pour recréer une dynamique à l'échelle du village. Donc on a en fait, lié à cette implantation à Job, on nous a fait des appels du pied, donc on a aussi été invité par la commune d'à côté. Donc nous, notre créneau, c'est les moins de 10 km, on n'est pas la petite marge des moins de 1 km ou de 100 km, mais on a été interpellé par en tout cas, on a mis des pieds dans trois bourgs, 3 villages. Donc vous avez vu la vidéo sur Amber, vous m'avez vu dans les locaux côtiers, donc c'est
une de nos actions, donc de travailler autour de ce lieu et vraiment sur la question des rez-de-chaussée vacants, de l'avenir du centre-bourg. On travaille avec le Centre culturel Le Bief et le Paris des mutations urbaines. Donc à la fois en rachetant ce lieu, en le réinvestissement, mais derrière en activant de manière temporaire des rez-de-chaussée vacants dans l'espoir, bien entendu, d'amener d'autres activités. Donc en lien avec Vieillir Vivant, on travaille sur la transmission des commerces. Il y a 20 commerçants qui sont à 2 ans de la retraite à Ambert, 2-3 ans de la retraite. Donc il y a à la fois beaucoup de vacances, mais beaucoup de personnes qui vont bientôt partir. Et on a un autre cadre de projet qui se situe à Vertolaye. Donc on a parlé beaucoup des liens entre les territoires ruraux et urbains. Il se trouve qu'à Vertolaye, il y a Sanofi, le poumon de la région, un poumon industriel quand même assez particulier, une zone Céveso très forte. Voilà, donc c'est aussi l'histoire de ce territoire, c'est aussi voilà, on a mis cette usine ici parce qu'elle est partie pendant la guerre, elle était en région parisienne, elle s'est installée à la campagne, et bien entendu, elle a des externalités sur ce qui peut se passer dans la région. Donc on a ces 3 territoires d'action, on a eu la chance d'avoir le soutien de la mécénat de la Caisse des dépôts et consignations, 30 000 € par an sur 3 à 5 ans, on espère que ça va continuer un petit peu, plus des sous de la DRAC, qui nous permettent d'être la base du projet, et ensuite notre implantation sur place nous amène des micro-commandes. Donc par exemple à Vertolaye, il y avait une gare, la gare de l'Utopie, où la communauté de communes a décidé d'implanter un tiers-lieu, un tiers-lieu culturel, une tête de réseau des médiathèques. On les a accompagnés dans cette démarche et depuis on a aménagé les abords de la gare, on a réussi à soulever des financements publics-privés pour vraiment créer une dynamique autour de ce lieu. Voilà, et donc pour finir, donc je vous ai mis cette petite image chinoise d'acupuncture. Donc on parle beaucoup d'acupuncture urbaine, territoriale, donc on fait référence à Jaime Lerner, cet urbanisme brésilien qui a inventé un peu ce concept. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup comme ça sur de l'activation des lieux par un certain nombre d'actions qui peuvent aller vraiment de l'événement, de l'aménagement d'espaces publics. Je vais mettre une petite image pour faire un petit focus sur Job, une des communes d'implantation, où nos moyens d'action, ce sont à la fois de l'enquête, de la création de marches, de l'arpentage bien sûr, des événements un peu forts, mais aussi là par exemple sur la commune de Job où vraiment il y avait pas d'envie de nous accueillir. Il faut quand même le dire, la municipalité, ils nous ont laissé faire, mais c'était vraiment très compliqué. Mais au bout de maintenant 3 ans, on a réussi cette année à leur faire venir une formation, une scierie mobile pour débiter les arbres sur place qui étaient coupés dans ce parc et pour en faire un certain nombre d'aménagements. Donc on a commencé par ce petit kiosque en toit de genêt, donc qui a été construit par le collectif ETC qu'on a invité à travailler avec nous et qui a permis une grande collecte et un repérage de l'enfrichement des terres agricoles en proximité de la commune, des chantiers de cueillette. Donc c'était un premier pas, mais en effet, comme on l'a vu beaucoup, c'est aussi par des actions et des micro-architectures qu'on commence à amener d'autres réflexions. Donc là, aujourd'hui, la commune recherche avec nous des moyens pour continuer à activer, à mettre en valeur ce parc, donc ce grand parc des Mélèzes, une dizaine d'hectares, qui est accolé au bourg et qui, pour l'instant, est très peu usité, où il y a encore des grandes friches industrielles, des grandes friches liées à l'activité de l'aérium. On voit cette image des papilles en bas sur le côté. Donc on a organisé des résidences dans la maison de retraite qui est installée en bordure de ce parc, mais qui est éloignée. Enfin, il y a tellement pas de mobilier urbain en fait que les personnes de la maison de retraite, comme les habitants du village, ne peuvent même pas faire leur petite balade et ne peuvent pas accéder au parc. Donc là, on est parti sur un projet d'aménagement de bancs à partir de ce bois. Pour créer du mobilier ergonomique qui corresponde aux besoins des papis-mamies et créer des nouvelles circulations. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes, 2 secondes. C'est juste pour terminer en fait sur l'image finale. Donc dans le cœur, le bistrot du village, on a accueilli il n'y a pas longtemps le ERPS, le colloque Seul en partage, où on a organisé une visite dans ce village-là. Et notre grand futur projet, c'est la création d'un film. Donc l'année prochaine, on aborde le tournage 3 semaines de tournage de film dans le village, où on va à la fois parler de l'histoire du village, mais mettre en scène des imaginaires
imaginaires, des nouveaux récits, puisque le cœur de notre action, c'est quand même de réussir ensemble à converger vers des visions désirables du territoire qui sortent du copier-coller des programmes habituels et qui permettent de re-questionner tous ces programmes de maisons de santé, comme il y a eu les salles des fêtes, comme il y a eu aujourd'hui les tiers-lieux. Mais comment on arrive vraiment à créer de la programmation croisée qui donne envie aux habitants d'aller plus loin. Donc le film va vraiment permettre de mettre en scène ces imaginaires et on l'espère de continuer à activer ce bourg. Voilà, donc c'est quand même un gros travail pour nous de construction de cadres de projet, de construction économique, de rassembler les acteurs pour trouver des opportunités, les saisir au fur et à mesure. Et voilà, on est assez avide. On appelle donc là, par exemple, sur Job, les prochaines étapes, c'est peut-être de faire venir un workshop étudiant. Là, il y en a un en ce moment sur la gare de l'Utopie avec AgroParisTech, mais de réussir aussi à avoir d'autres énergies pour venir réfléchir à ces bâtiments d'envergure, leurs possibles. Donc, on crée un terrain qui est propice à recevoir. On a beaucoup d'étudiants qui viennent passer 6 mois avec nous en service civique ou en stage. Voilà, on est vraiment aussi un endroit de ressources et de cogite sur la suite. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour cette communication extrêmement concentrée sur un travail énorme de mutation de profession, à la fois du côté des architectes, mais aussi des autres disciplines. Je pense que c'est effectivement cette reconstruction de nos rôles les uns les autres, que nous pouvons entamer ces transitions devant lesquelles nous sommes. C'est pas le tout de dire que nous sommes devant des transitions. Il faut passer dans les actes et donc se confronter à la réalité de ces évolutions. Je te laisse la parole, Nicolas, par rapport à l'expérience sur Thiers. Je voulais vous parler rapidement du projet qu'on a appelé pour le moment Thiers 2025 par rapport à la ville de Thiers, située à environ 40 km de Clermont-Ferrand et ancienne capitale de la coutellerie, mais aussi encore avec une activité de la coutellerie très importante, aussi industrie papetière et un tout petit peu de tannerie autour de la rivière torrentielle de la Durolle. Et j'avais eu l'occasion donc de faire un premier workshop en tant qu'enseignant de projet en architecture en 2017 avec des étudiants italiens du Politecnico de Turin. Et c'est un peu le démarrage de ce projet parce que la réaction des jeunes architectes de Torinois et aussi de leurs enseignants avec lesquels je collaborais face à une ville avec le centre ancien de Thiers, donc le secteur sauvegardé où il y a parfois plus de 30% de maisons vacantes. Le secteur sauvegardé, donc la ville haute de Thiers, c'était 1850 habitants, mais aujourd'hui ça a tendance encore à diminuer. Et donc, par contre, le nombre d'habitants de Thiers ne diminue pas, mais les habitants dans la ville haute continuent encore à diminuer. C'est quand même un peu inquiétant dans ces dernières années. Et ce qui était intéressant, c'était la réaction en fait des étudiants italiens qui venaient de toutes les villes d'Italie, d'ailleurs, qui étudient au Politecnico, par rapport à une ville comme ça, on pourrait dire une shrinking city, on pourrait dire une ville en décroissance. Et ils étaient assez étonnés. Et ils disaient, mais nous, on ne peut pas imaginer que la France, qui pour les Italiens est un pays riche, enfin peut-être ils pensaient d'ailleurs un pays plus riche que l'Italie, enfin, c'est-à-dire presque un modèle où c'est le grand cousin francophone par rapport aux Italiens, peut-être avec un système centralisé qui fonctionne mieux par rapport à une politique corrompue italienne, dont, enfin voilà, souvent une caricature un peu de décisions politiques très très complexes, un peu machiavéliques en Italie, et pensaient que ça ne pouvait pas être possible qu'une ville soit aussi fragile. Ils disaient, mais comment en France vous avez des villes tellement fragiles? Et en fait, moi ça m'a complètement... Ça ne m'a pas ouvert les yeux, mais je me suis dit, mais il y a un vrai problème, quoi. Il y a une question dont il faut... Et puis je me suis rendu compte que l'école de Clermont-Ferrand travaillait très sérieusement sur ces questions-là. Bien sûr, on a vu le travail de Simon Tessot et de Boris Boucher, mais c'est tout un ensemble. C'est toutes les personnes qui sont présentes ici depuis 2 jours, qui travaillent à bras-le-corps sur ces questions-là. Et donc, moi, modestement, avec notre domaine d'études métaphore, qui est
avec une question, une clé d'entrée sur le patrimoine bâti, l'intervention sur le patrimoine bâti. On s'est dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour cette ville de Thiers. Et est venue l'idée aussi, encore à la fois à travers l'école de Clermont, mais aussi à travers le Polytechnico de Turin, parce qu'ils ont des liens très forts avec le Rural Studio en Alabama. Ensuite, il y a une association qui travaille depuis 10 ans qui s'appelle Atelier Mobile, où les étudiants fabriquent des micro-architectures dans des petits villages. Donc il y a eu tout un colloque à Turin sur cette question de l'atelier Mobile. Et donc là, ça rejoint un peu le travail de Carton Plein ou d'autres choses qui sont en train de se mettre en place ici à Clermont, comme le futur domaine d'études Rex, la question du design build et tout ça. Je me suis dit que c'était vraiment des thématiques très importantes. Et du coup, on a donc signé une convention entre l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et la mairie de Thiers en 2020, qui pour l'instant dure sur 5 ans. On a un budget de 30 000 € par an. Et l'idée, oui, pardon. Ah oui, j'avais des diapos, effectivement, j'ai oublié. Oui, ben, pardon. Oui. Non, mais en fait, on a déjà tout dit, quoi. Donc, non, mais bon, le développement coûte que coûte est contre nature et non soutenable. Les villes en décroissance, urbanisme par soustraction, opportunité pour l'écologie et la conservation du patrimoine bâti. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu dire en 1980 ou en 1990 ou en 2000 que la soustraction positive, qui est un article de Simon Tessou, pour ne pas le citer, est quelque chose qui peut être aujourd'hui un outil de conservation finalement de petites centralités, parce qu'à un moment donné, il va falloir, de manière plus pragmatique peut-être, et se dire qu'il vaut mieux sauver une maison que d'essayer d'en sauver 3 et de rester à regarder ces 3 maisons jusqu'à ce qu'elles s'écroulent. Alors que d'en sauver une et peut-être de créer un accès plus facile, plus de lumière, plus de ventilation, une notion d'habitabilité qui est extrêmement importante aujourd'hui par rapport aux enjeux écologiques et aux façons d'habiter aujourd'hui. Donc voilà, donc finalement l'urbanisme par soustraction, on en revient peut-être aussi à des recettes un peu anciennes, celles de Gustavo Giovannoni dans les années 1930 sur le curtage urbain, etc., ou de ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale avec le remembrement. Donc voilà. Après, ville comme petite centralité, l'étude, la redécouverte et la mise en valeur des ensembles urbains historiques, c'est un enjeu majeur, on l'a dit. L'architecture contemporaine de qualité et la restauration architecturale bien conçue sont des puissants vecteurs de revitalisation urbaine. Et on l'a vu hier à Plauzat, on l'a vu aussi à Chalier, on le voit avec l'exemple de Pesme, ou évidemment les exemples fondateurs, qui sont la ville d'Urbino, avec l'œuvre de Giancarlo De Carlo, qui sont un peu des exemples fondateurs, des modèles, quoi. Comment une petite ville de 14 000 habitants devient une université, finalement par la relation entre un architecte visionnaire, qui était Giancarlo De Carlo, et le recteur de cette université, Carlo Bo, qui était un grand philosophe et qui a fondé l'université de Urbino. Donc les petites villes sont peut-être un laboratoire pour l'enseignement, la transmission, les échanges, l'économie locale, etc. Donc ces petits points, ça répète ce qu'on a dit, je suis désolé, mais effectivement, là par exemple ces images de Saint-Brieuc, un grand centre commercial en 1970 et Saint-Brieuc en 2017, c'est la même photo, pas prise exactement au même endroit, mais on voit que ce développement des grandes zones d'activité s'est encore accentué entre 1970 et 2017, quoi. Réduction du territoire à un support amorphe de fonctionnalité. On l'a dit, c'est plus ou moins une phrase de Antonio, le projet local, je sais comment ça s'appelle, Alberto Maniaghi, pardon, j'avais un trou de mémoire. Alberto Maniaghi. Alors, effectivement, il y a des phénomènes aussi complexes dans les grandes villes, parce que moi, mon agence d'architecture est à Lyon. Lyon est une ville patrimoine mondial de l'UNESCO, le site historique de Lyon. Et il y a des phénomènes aussi d'usure excessive
Lyon, Dubrovnik et d'autres villes, Venise, etc., par des phénomènes que certains anthropologues et sociologues, comme David Berliner, qui écrit des livres sur l'esprit du lieu, parlent du phénomène de l'UNESCOisation. Le phénomène de l'UNESCOisation, c'est à un moment donné un usage exclusivement touristique avec une concentration de restaurants dans le Vieux-Lyon, va finir par tuer le Vieux-Lyon. Alors que moi-même, je travaille depuis 15 ans pour restaurer des immeubles dans le Vieux-Lyon. Et je vois que la situation aussi se dégrade si on a une sorte de usage uniquement touristique, c'est aussi assez dangereux. Alors là, on a une photo d'une petite ville, Ceprano, entre Rome et Naples, sur lequel l'université de Naples est en train de mettre en place un chantier école exemplaire. Et voilà, donc il y avait ces deux livres qu'on avait eu l'occasion de présenter à Lyon, Éric Charme, parce qu'on a dit qu'il fallait être... Ça y est, je suis coupé ? Bon, rapidement, parce qu'effectivement, sur cette question des petites villes, beaucoup de... évidemment, géographes et sociologues travaillent dessus, comme Éric Charme avec ce livre « La revanche des villages », qui est un livre très important. Et un exemple, donc rapidement, un exemple qui est mené par la faculté d'architecture de Turin, Politecnico di Torino, département d'architecture, où ils ont créé donc un département d'études de l'architecture de montagne dans les petits villages. Et le petit groupe de villages de Ostana, dans la vallée près de Cuneo, était un village où il y avait 2000 habitants au début du XXe siècle. Il n'y en avait plus que 5 à la fin du XXe siècle. Et maintenant, il y en a 70. Donc on est passé de 5 à 70 grâce à un travail de fond qui est mené par des enseignants du Politecnico de Turin, architectes, praticiens et enseignants-chercheurs, et qui ont, sur la base d'une ancienne typologie de maison locale de ce petit village qui s'appelle Lupurtun, un espèce de lieu de stockage qui était complètement écroulé. Ils ont reconstruit avec en partie des pierres de réemploi un centre culturel qui est dirigé par un Allemand qui s'intéresse à la langue occitane. Enfin, c'est un truc un peu particulier. Et donc, il y a un festival autour de la langue occitane. Et à partir de ce noyau-là, de ce bâtiment très très bien intégré dans ce village, la ville a commencé à reprendre, à se revitaliser, quoi. Donc, le pari, je pense qu'on fait tous aujourd'hui, c'est que l'architecture de grande qualité, la rénovation de bâtiments anciens fait intelligemment est un puissant vecteur de revitalisation. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais c'est un des vecteurs. Et donc voilà, c'est ce qu'on cherche. Voilà, il y a un premier chantier école qui a démarré à Thiers avec des étudiants de Master 1 de Clermont, où l'idée c'est que dans un bâtiment que la ville de Thiers a mis à notre disposition, on va donc année après année, mener des actions de type chantier-école, en même temps que les étudiants font le projet. Donc ils mettent vraiment la main à la pâte. Ils dessinent un châssis de fenêtre, pour le dire un peu pratiquement. Ils dessinent un châssis de fenêtre, ils déposent le permis de construire, ça passe par l'ABF, l'ABF dit oui. C'est incroyable, l'ABF a dit oui. Et on met le châssis de fenêtre en place, quoi. Donc là, il va être mis en place le 2 décembre parce qu'on est en retard, parce qu'il y a une pénurie de verre, vous en avez déjà entendu parler, qu'il y a une pénurie de verre. Voilà, donc c'est le chantier. Donc on isole par l'intérieur avec des matériaux biosourcés, du chanvre sur ossature bois. Et je pense que les étudiants de Master 2 étaient très très intéressés par cet aspect où, à un moment donné, ils font du projet, mais en même temps, ils mettent la main à la pâte. Et l'idée, c'est que ce bâtiment pourrait être progressivement rénové et qu'ensuite, il deviendrait un pôle d'études pour la revitalisation des petites villes, et peut-être à partir de l'école de Clermont, mais moi, j'aimerais prendre appui sur les écoles italiennes, peut-être un pôle franco-italien. Alors, je ne sais pas, à voir, et on va en discuter dans les mois à venir, mais c'est ça l'idée. Merci. Voilà. Donc on a le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Marc Proerès qui représente la CAPEB et qui peut, s'il le souhaite, s'il le veut bien, témoigner sur la mobilisation possible, l'envie de nos entreprises pour s'inscrire dans ces projets, dans ces co-constructions de projets. Merci. Jean-Marc Proerès, je suis le secrétaire général de la CAPEB du Puy-de-Dôme. Donc syndicat des artisans du bâtiment.
Pour nous, les artisans ont toute légitimité à participer à ces projets. C'est pour ça que souvent, nous participons au groupe de travail. On va relancer en début d'année, notamment certainement avec Nicolas Detry, une formation CIP Patrimoine pour les artisans du bâtiment, pour leur expliquer un peu comment s'approprier ces marchés, comment les appréhender. On va démarrer aussi au mois de mars une deuxième session, un diplôme universitaire patrimoine là, que l'on mène avec l'université de Lyon 2, toujours destiné aux artisans du bâtiment ou à leurs collaborateurs. Mais il arrive un moment où on se heurte aussi à une difficulté, c'est l'accès pour les artisans à ces marchés. Parce que très souvent, et là, voilà, c'est des choses pour lesquelles on milite depuis très longtemps. Nous, on réclame l'allotissement au niveau de la commande publique, au niveau des marchés publics, pour permettre d'avoir une pluralité d'entreprises et qui peuvent répondre à ces marchés. Et là, depuis la création des intercos encore plus importantes l'année dernière ou en début d'année, par exemple, on a des intercommunalités qui regroupent les marchés à bon de commande de toutes leurs communes du territoire, ce qui fait que les artisans sont totalement écartés de tous ces marchés auxquels ils avaient accès auparavant. Et pour nous, une entreprise artisanale participe à la vitalité, à l'économie du territoire, participe, est présente dans sa commune et sur son territoire, et un artisan ne peut pas accéder au marché qui pourtant devrait lui être dévolu de façon naturelle. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on travaille alors, et là, après, c'est vrai que là, c'est un peu, on va se tourner vers Madame la députée, vers Monsieur le Président de l'Association des maires. C'est vrai que c'est une demande que l'on réitère de façon systématiquement, de façon voilà, et ça devient de plus en plus compliqué. Et là, en plus, avec tout à l'heure, Madame parlait du millefeuille des intercommunalités. Là, ça devient encore plus problématique pour nous et pour les entreprises du bâtiment. Je vais laisser la parole donc à Sébastien Goudbel en tant que maire et en tant que représentant de maire. Merci Jean-Louis. Attaquer par vous parler d'un monde idéal où la ruralité présente la ruralité depuis la nouvelle définition. On est passé de 14 millions d'habitants à 21 millions d'habitants. C'est 33% de la population. C'est pas rien, une définition. Ce qui était ruralité avant, c'était ce qui n'était pas urbain. Oui. D'où cette fameuse opposition entre l'urbain et le rural. C'est plus de 30 000 communes en territoire rural. C'est 88% des communes. Donc vous avez de fortes chances dans un avenir futur à travailler en interaction avec le monde rural. Vous ne travaillerez pas tous en monde urbain. On est aujourd'hui pour parler d'un réhabité. Réhabiter, il faut trouver un lieu de vie qu'on s'approprie, un bien commun. Déjà, là tu triches, hein. Là tu triches, je n'en tiens pas compte. Il faut trouver un lieu de vie, une qualité de vie. Mais derrière ça, il faut des services. Et à égalité totale, la demande qui est faite dans tous les territoires ruraux, à égalité complète, c'est santé, école, commerce. Derrière tout ça, pour bien appréhender tout ça, il faut la connaissance d'un territoire, du qui fait quoi, de son interaction, où, quand, comment. Connaître les politiques publiques. Effectivement, on en a entendu parler, des interactions directes et puis des fois des interactions indirectes. Derrière tout ça, si on veut parler d'aménagement et de vie dans les territoires ruraux, il faut avoir une culture du projet. Il faut penser transversalité. Dans un monde où les mêmes services de l'État sont ascendants par domaine, et ça reste encore une réalité. Tout ça, il faut prendre de la hauteur, effectivement. Dans la réalité du quotidien, vous avez compris que j'étais maire de Murol, je suis pas loin, il y a un petit château, un bout de lac au pied du massif du Sancy. On a le droit d'avoir, quand on est élu local, une ambition démesurée. Et effectivement, mais il faut s'amener, il faut s'approprier les outils qui permettent d'avoir cette ambition-là, d'avoir l'argumentaire. Dans l'ambition démesurée, je suis retombé sur des vieilles études de l'INSEE qui expliquaient que ma commune, il y aurait 500 habitants en 2020. On est à plus de 600. Mais effectivement, on peut échanger les choses et il ne faut pas toujours écrire et revenir sur ce qui a été dit il y a fort longtemps. Il y a des nouvelles réalités. Dans tout ça, il faut de la stratégie. Il faut faire des schémas directeurs. Alors ça paraît effectivement emmerdant, c'est le terme, parce que quand on nous l'impose, pour avoir eu quelques tracas avec la DRAC qui m'a imposé un schéma directeur, en fait, maintenant je le vois avec bienveillance,
C'est que la DRAC m'a obligé à créer un outil qui maintenant ne peut plus être mis en question puisque les mêmes services de l'État ont validé ce schéma directeur. On travaille avec des partenariats publics-privés. À Murol, je voulais racheter un bâtiment pour refaire une boulangerie, il n'y avait plus de boulanger. Il y a un privé qui m'a dit « J'ai l'opportunité d'installer un jeune. Débrouille-toi. » À Murol, il n'y a pas de logement social. C'est le privé qui le fait. Et quand on arrive à mettre en place une discussion, effectivement, entre les acteurs publics, les habitants de sa commune, mais de son territoire de façon générale large, effectivement, les communautés de communes qui nous ont été imposées, moi j'ai tendance, et pour reprendre ce que disait mon collègue Vannick Berberian, qui malheureusement nous a quittés, notre ancien président, on parlait de coopérative de mutualisation de moyens et pas de communauté de communes. Je vous rappelle que ce n'est pas une collectivité locale. Donc c'est aussi ça la réalité, même si maintenant les communautés de communes ont beaucoup de décisions à prendre sur leur territoire. J'ai appris, avec tous ces écueils-là, le jeune élu que j'étais il y a 20 ans, qui a fait une phase d'adjoint avant de devenir maire, ma stratégie maintenant, c'est de valoriser les contraintes. Valoriser les contraintes, avoir un château, on se dit merde, un monument historique. Tous ceux qui vont déposer un permis vont être drôlement embêtés. Ben non, en fait, le château, c'est la clé de la réussite du succès. On le valorise, il y a des visites commentées, c'est de l'attractivité du territoire, et là on revient à ce qui nous anime tous dans nos territoires, l'authenticité des territoires. On n'est pas là pour faire des copier-coller de la photo que j'ai vue avant, de toutes ces zones d'activité périurbaines ou urbaines. Justement, à nous de nous approprier nos territoires, les élus, c'est exactement ça. Et dans ce monde effectivement idéal, je rêve que la dotation globale de fonctionnement donnée aux territoires ruraux soit la même que pour les territoires urbains. Un habitant rural vaut 64 € pour l'État. Un habitant urbain de plus de 50 000 habitants, c'est 128. Donc quand on est 33% d'une population, on pourrait rêver d'avoir 33% des dotations. Petit message, mais globalement, on milite à fond les maires ruraux là-dessus. Dans les enjeux de demain, d'aujourd'hui, et déjà d'aujourd'hui, le droit à la différenciation pour les territoires ruraux. Effectivement, on nous oppose la protection des sols, la protection de l'eau, la protection de l'air. On a cette chance-là. Je l'ai entendu tout à l'heure, et tu m'as fait plaisir, sur les territoires en patrimoine UNESCO. Il ne faut pas qu'on ait maintenant des territoires sous cloche. Les grands discours que j'ai pu avoir pour avoir participé, moi, sur mes fonctions nationales, à toutes les discussions sur la loi climat et résilience qui a été promulguée le 24 août, où effectivement, avec mon collègue François Descoeurs, que certains connaissent peut-être, on parlait effectivement des aménités, de cette valorisation des aménités. Si après tout, on doit protéger cette retour, cette qualité de vie, cette qualité de vivre, et ben qu'on nous donne les moyens d'avoir de la requalification de notre bâti ancien. Mais en n'oubliant pas que dans le futur zéro artificialisation nette qui arrive, qui va être notre épée de Damoclès dans les territoires ruraux, il faut qu'on ait toujours la possibilité d'agir, de construire, d'avoir toujours une culture du projet. Parce que tout de suite, les mégalopoles des galopantes, j'étais à Lyon ce week-end, mais à un moment, on ne sait plus où on est, quoi. Quand on est à partir de 40 km de Lyon, on ne sait pas si on est à Lyon ou si on n'y est pas. Dans nos territoires ruraux, on n'en est pas encore là, clairement. Et tout ça avec une vraie volonté de protéger notre territoire, nos paysages. Je le dis clairement. Un enjeu fort autour de la transition énergétique. Quand on prend tous bâtis anciens qui ont nos territoires et qui sont des puits et des passoires thermiques, avec souvent des habitants occupants qui ont des petites retraites, qui viennent souvent du monde de l'agriculture, on a un enjeu fort autour de nous dans ces territoires-là. Et toujours la santé, l'école, la culture. Je vous ai parlé d'authenticité, mais dans la culture, il y a 2 ans, notre congrès des maires ruraux, la thématique, c'était la culture. La culture, c'est pas que dans le monde urbain. La chance qu'on a localement, c'est que Clermont soit capitale européenne de la culture, massif central, c'est que je m'aperçois, pour avoir un musée de France à Murol, autour d'une école de peinture, vous voyez, la métropole a besoin de nous. Et du coup, on a réussi à créer les interactions depuis 1 an. Et pourtant, pendant 10 ans, j'ai posé les mêmes questions à la métropole, viens me donner un coup de main. Et donc, quand les gens ont intérêt à agir et en réciprocité, on voit qu'il y a des choses qu'il y a possibilité de faire. Donc, votre rôle à vous, tous ceux qui êtes là à l'école tout de suite, dans des futurs bureaux d'études, c'est que vous compreniez qu'effectivement, on est dans une réelle complexité totale, transversale. On est sur pas un monde on parlait en 2012 de la fin du monde, mais j'ai eu un bel article économique, et effectivement, il y a eu la fin d'un monde. Et ça, c'est une certitude. On voit bien qu'on est sur une mutation sociétale. Le confinement, depuis 1 an et demi, on parlait des nouveaux élus qui, du jour au lendemain, héritent de l'écharpe, parce que c'est comme ça qu'on devient maire. Du jour au lendemain, on hérite d'une écharpe. Et l'image que je prends souvent, c'est qu'on nous donne les clés d'un camion,
On a dit, il faut aller de là, là-bas. Et après, on lève le doigt, on dit, mais nous, on n'a pas le poids lourd. Débrouille-toi, t'as les clés du camion. Et notre quotidien, effectivement, à l'élu rural, c'est que du jour au lendemain, on est aux affaires, on est aux manettes. Il faut gérer la vie du quotidien, la prospective de la commune, le développement de la commune, l'interaction avec les habitants. C'est passionnant, clairement. Si un jour dans une vie, vous avez l'occasion d'être élu, d'être conseiller municipal, faites-le. Un mandat, franchement, j'en rêve, un mandat. Même 6 ans dans une vie, je pense que ça vaut le coup, et vous changerez aussi de perception quand on passe, ce que je disais tout à l'heure, du côté obscur de la force. Donc vous, clairement, vous allez être dans votre avenir des outils, vous allez nous aider à créer des outils d'aide à la décision. Mais aussi, vous allez, quand je vous parlais de schéma directeur, de stratégie, nous aider à construire de l'argumentaire pour justement dire on a besoin de surface pour construire là. Et c'est à vous, les bureaux d'études, clairement, qui allez nous accompagner pour dire il peut y avoir un besoin de développement économique, en stratégie sur un territoire, sur une culture du projet. Je dis bien clairement, ne pas faire n'importe quoi. Et pour conclure, le maire que je suis, il y a 12 ans de ça, avec mon équipe, on s'est dit tiens, il y a que si on faisait un petit bâtiment d'accueil au pied du château. Il y a 12 ans. Donc un bâtiment d'accueil, c'est un ERP. Mais pour ça, il a fallu faire un peu un PLU qui est passé en CDP-NAF, qui est en totale concordance avec le SRADET. Et l'ABF était d'accord, effectivement, puisqu'on est dans un PNR. Un coup de bol, on n'a pas de PRI, pas de PRI, pas de ZH, pas de ZICO. On est un peu en ZICO, en Natura 2000. J'ai pas eu besoin de la Comcom ni de l'EPF. Dans le même temps, vous voyez, ma commune, on est dans le CRTE, dans le CPER. Et coup de bol, je n'ai pas à faire de ZFE ni de ZDE. Bien bientôt, je vais avoir effectivement une IRVE, un PAT, un ORT, un OPA-RU, et pourquoi pas un PLUI. Et bien sûr, un tiers-lieu. Donc vous voyez, derrière tout ça, à quoi nous sommes confrontés, nous les élus ruraux, qui des fois savons pas grand-chose, qui avons hérité d'une écharpe du jour au lendemain. Voilà notre environnement quand on rencontre les services de l'État et les chambres consulaires, et tous ainsi de suite, ne serait-ce que sur le jargon qui doivent animer nos débats. Donc voilà, et j'espère vous avoir fait sourire, mais l'enjeu des territoires ruraux est là, et on a un potentiel de développement, de bien-être, de développement économique. J'aurais pu parler du numérique et tout ce qu'il y a autour, mais effectivement, vous voyez que on est dans une belle boucle, et l'association des maires ruraux, j'ai la chance d'être dans le bureau national, milite pour que ces territoires, effectivement, soient pris en compte sérieusement. Merci à tous. Bien, passons à la parole de Madame la députée. En réaction un peu de toutes ces prises de parole, toutes ces propositions, toutes ces dynamiques potentielles, la bonne volonté d'une profession qui s'est exprimée ici, et ces perspectives de changement, d'évolution, de mobilité dans son propre domaine. C'est vrai que quand on a préparé la table ronde, on a essayé de réfléchir à ce que pouvait dire, non pas que je ne sais pas quoi dire, mais ce que pouvait dire un parlementaire ici et aujourd'hui. C'est vrai que peut-être certains vous posez la question, et vous avez sans doute raison, mais vous n'êtes pas tous levés pour partir, donc je vous remercie. Mais on a aussi discuté un petit peu de mon parcours, et on pourrait dire, à la fois pour répondre à votre question et pour planter un peu le décor de ce que je fais ici, on pourrait dire que j'ai une double casquette, ou deux parties d'une même casquette. D'abord, je suis urbaniste, mais moi je suis une urbaniste des années 2000, donc peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être, mais pour vous planter le décor, et ceux qui le savent, j'espère, vont être d'accord avec moi, mais les années 2000, c'est l'avènement de la loi SRU qui parle pour la première fois de la lutte contre l'étalement urbain. Moi, je considère, avec bien sûr beaucoup de recul aujourd'hui, puisque j'ai arrêté en 2014, c'était les années de ce qu'on pourrait appeler le choc de la planification en France. Donc j'ai fait partie de ce courant de bureau d'études en urbanisme qui a œuvré beaucoup dans les campagnes, dans des territoires qui n'avaient jamais connu de planification, ou alors ce qu'on appelait à une époque que moi-même je n'avais pas vraiment connu, c'est-à-dire les marnus. Donc c'était où les services de l'État essayaient de faire un petit peu de prospective sur les constructions à venir. Ça restait là, hein.
Et donc ces documents d'urbanisme ont couvert pas mal le territoire, même beaucoup, je pense, jusqu'à aujourd'hui, des cartes communales, des PLU, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça a été quand même un véritable choc parce que ce qui m'a manqué, avec du recul, hein, sur le moment aussi, mais j'en ai tellement fait, j'ai dû travailler sur 150 communes, beaucoup en ruralité. Hein. Ce qui m'a manqué, c'était tout ce qu'on a entendu en fait aujourd'hui, c'est-à-dire croiser les regards, ne pas hésiter à prendre son temps pour réfléchir, parfois se tromper, râler, pour pouvoir mieux réfléchir et faire réagir les élus. Et ça, c'était très compliqué parce que pour ceux qui ont connu aussi cette période, il y avait un engouement énorme. Évidemment, les services de l'État, c'est là où j'ai rencontré les DDE qui sont devenus DDT, voire DDTM, parce que moi, j'œuvrais pas mal en Gironde, enfin sur la Nouvelle-Aquitaine, enfin l'Aquitaine à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait un triptyque infernal, bureau d'études, élus, service de l'État, et j'avoue, j'ai à la fois beaucoup appris, mais j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai beaucoup appris. Donc cette casquette, pour moi, cette partie de la casquette, elle est très importante parce qu'elle est à la base de ma réflexion aujourd'hui et de ce que j'essaie de porter en tant que députée. Parce que vous l'avez tous dit ici, notamment sur cette table ronde, mais aussi depuis ce matin, on sent quand même, depuis quand même quelque temps, qu'on est dans une mutation profonde de la manière de construire, de ce qu'on peut dire aujourd'hui un peu trop vulgairement, c'est-à-dire facilement, un projet politique de territoire. On pourrait dire quand même que ce choc de planification des années 2000, et encore aujourd'hui, hein, on sait très bien que les communes qui ne passent pas en PLUI ou n'ont pas fait encore un document d'urbanisme, les services de l'État, c'est leur rôle aussi, hein, enfin, faut dire les choses, mais insistent beaucoup pour qu'ils le fassent. Donc on peut dire quand même que cette loi SRU a fait entrer quelque part ces communes, d'une certaine manière, dans l'idée du projet de territoire. Seulement, quand on était payé, comme moi et comme beaucoup de bureaux d'études, pour faire un diagnostic, un PADD, un zonage, l'enquête publique et après le document final, enfin je résume évidemment, je connais parfaitement la procédure, mais je résume, qui est déjà bien compliquée. Eh ben j'ai envie de dire, on était, comment dire, pas payé pour réfléchir, enfin pour prendre le temps en fait de réfléchir. Et puis surtout on n'était pas beaucoup payé. Il faut le dire aussi que les bureaux d'études et peut-être votre vie future va faire que les prestations de matière grise, comme me disait un géomètre qui m'a beaucoup appris sur le droit de l'urbanisme en fait. Les géomètres en zone rurale ont pu faire du mal sur certains aspects. Alors je sais que c'est filmé, mais bon, tant pis. Mais d'un autre côté, ils connaissent beaucoup le territoire et ce sont d'ailleurs souvent un peu les seuls experts des domaines des champs de l'urbanisme dans les territoires, faut le dire. Voilà. Donc je reviens, il appelait ça donc les prestations de matière grise de manière générale, hein, et c'est souvent très moins aujourd'hui je pense, mais c'était moins perçu par les élus qui disaient souvent mais cette étude là j'en ai plein sur les étagères et puis ça me sert à rien. On a dû vous le dire aussi en tant qu'architecte, peut-être moins sur l'architecte il y a quand même le côté opérationnel et puis il y a un résultat, c'est une construction ou un aménagement qui est visible et perceptible. Mais un urbaniste qui fait des plans, c'est moins perceptible. En tous les cas, pour moi, c'est un prisme très important dans mon travail et il y a eu comme une révélation dans ma vie de députée. C'est quand j'ai rencontré l'équipe POPSU. Alors, est-ce que vous connaissez POPSU ? Vous connaissez POPSU, vous êtes à l'ENSA Clermont-Ferrand, vous connaissez POPSU, sinon je me demande. Mais cet observatoire, cette espèce de machin, peut-être qu'on pourrait dire, mais qui est pour moi aujourd'hui essentiel, qui a été un révélateur, qui a mis aussi des idées, des mots, des pratiques sur tout ce qui m'avait manqué en tant que géographe urbaniste, parce que j'avais pas le temps de prendre le temps de la réflexion, j'avais pas fait de thèse, je suis pas chercheur. Mais ça m'a mis, en tous les cas, dans la tête, ça a mis en place plein de choses, en fait. Et toute la matière toute la matière que j'avais accumulée avant. Donc, la rencontre avec POPSU au début de mon mandat, l'histoire, c'est que lors du palmarès des jeunes urbanistes de 2018, peut-être, je ne sais plus, c'était 2018, j'ai rencontré Jean-Baptiste Marie,
Et il m'a proposé de venir à une de leurs réunions à Paris pour, je crois, déterminer le premier jury, les premières candidatures de PopSud Territoire, donc les territoires ruraux. Et là, pour moi, ça a été essentiel et ça m'a donné comme une ligne directrice dans mon mandat sur justement comment appréhender dans la loi les territoires ruraux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter des réponses, et puis petit à petit, bien sûr, toute la matière que j'avais accumulée, elle est ce qu'elle est, mais elle est là et je m'en sers beaucoup. Ça a permis de marquer mon engagement. Alors donc, en tant que députée, il y a deux choses que je voudrais vous dire. Donc ça, députée, c'est la deuxième partie de ma casquette aujourd'hui, pour encore quelques mois. Hein, voilà, après, on ne sait pas. Donc il y a effectivement cet engagement au plan national. Il faut le dire sur ce mandat. Évidemment, le mandat précédent avait commencé un plan avec le plan sur ce qu'on appelait l'AMI Centre-Bourg, l'appel à manifestation d'intérêt. AMI, il faut vous y faire, faites-vous un glossaire avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est absolument essentiel dans vos métiers, je pense, dans le futur. Donc, avec les AMI Centre-Bourg, il y a quelques années, on a poursuivi et, je crois, intensifié l'approche territoire que devrait avoir l'État. Et on a plusieurs textes sur lesquels j'ai essayé de m'impliquer, alors pas en totalité, mais un petit peu. On a eu la loi Elan, la loi logement, évidemment, par mandature, il y a une loi logement, des fois il y en a deux. C'est peut-être pas bien non plus pour les questions d'habitat, on pourra en reparler une autre fois. Il y a eu la loi Elan. Dans la loi Elan, il y a eu quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai été rapporteur de ce bout-là. C'est l'outil. Effectivement, l'outil, ça fait pas le projet, mais l'outil qui a servi à mettre en œuvre Action Cœur de Ville et aujourd'hui Petite Ville de demain, c'est un outil, les ORT, Opérations de Revitalisation des Territoires. Il n'était pas dans votre liste, celui-là, je crois pas. Si, j'ai mal entendu, pardon, excusez-moi. Et en fait, je me suis impliquée là-dedans avec d'abord ce prisme de dire qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à cet outil pour que les territoires ruraux qui ont, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, qui ont moins ce qu'on appelle, pareil, un peu facilement aujourd'hui, moins d'ingénierie ou moins d'accès au partage, à la connaissance avec les acteurs du territoire et les acteurs, par exemple, que vous êtes et que vous serez les architectes, mais les urbanistes, les paysagistes, tous les concepteurs et même au-delà. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas passées. Mais j'ai insisté. Donc après, on est passé à l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc encore un machin. Alors l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est le regroupement de plusieurs agences, dont le commissariat général, le CGET, qui remplaçait la DATAR, que vous connaissez quand même bien ici, puisqu'il y a une partie spécifique au massif, à votre massif montagneux. Et donc, sur la NCT, j'ai proposé, que j'ai reproposé d'ailleurs sur la loi climat, et c'est passé, j'ai proposé que, par exemple, les agences d'urbanisme, que vous connaissez peut-être, qui interviennent plus en métropole, que les agences d'urbanisme qui sont quand même des constructions assez intéressantes, qu'elles interviennent, y compris en zone rurale, quand justement il y avait un périmètre d'ORT. Je suis compliquée, je sais. On essaie en tant que député, en tout cas par ces exemples, petit à petit, de faire en sorte que vos métiers, en tout cas la recherche, et ça c'est vraiment l'enseignement de PopSu, puissent intégrer les agences de l'État, puissent intégrer justement tout l'écosystème, on va dire, de l'aménagement public et privé. Je ne veux pas être trop longue là-dessus. Il y a une nouvelle loi là, en ce moment sur la loi dite 3DS, au secours. Donc là, c'est une nouvelle étape de la décentralisation. Donc j'ai dit tout à l'heure, et j'ai réagi un peu vivement, et je m'en excuse, j'ai dit que ça faisait, si vous m'avez entendu et comprise, ça faisait 40 ans qu'on était en décentralisation. C'est-à-dire que l'État avait beaucoup de pouvoir, notamment sur nos métiers, sur tous les champs de l'urbanisme, l'aménagement, l'architecture, et petit à petit, les communes et leurs intercommunalités ont pris ces compétences. Et
Et c'est vrai que sur ces sujets, c'est assez compliqué. Il y a une demande souvent des élus d'avoir encore plus de liberté vis-à-vis de l'État. Ça a été un peu suggéré tout à l'heure. Mais il y a quand même cette idée que l'État doit apporter un cadre. Et s'il n'apporte pas ce cadre, comment répondre à l'enjeu d'égalité, d'équité? Donc on est toujours sur une forme d'équilibre qui est très difficile dans la loi. Et souvent, on rend les lois, il faut le dire, un peu compliquées. Sur la loi 3DS, je suis revenue à la charge sur justement la question, par exemple, qu'il y ait des collèges de chercheurs dans les comités locaux de la NCT. Donc ça parlera plus à la DDT, au représentant qui est là. Mon idée, en fait, en règle générale, dans mon engagement, c'est qu'il y ait non pas une loi qui donne des réponses, mais bien une loi qui donne les moyens de chercher et de trouver les réponses par vous-même, j'ai envie de dire, sur les territoires. Rien que ça, c'est compliqué parce que vous avez évoqué tout à l'heure le millefeuille, je ne sais plus qui, c'est vous, voilà. Et quand on est député depuis un mandat, bon, j'ai été élu local 6 ans, le millefeuille, il faut d'abord bien le comprendre pour savoir comment réglementer, essayer de ne pas complexifier. Et je vois déjà que j'ai beaucoup complexifié les choses. Je voulais vous dire aussi que député, c'est être présent sur les territoires. Et être présent sur les territoires, chez moi, je considère la Charente comme mon laboratoire, on va dire. Et je voulais vous dire deux petits mots de 2 secteurs qui m'ont beaucoup intéressée et qui m'amènent aussi à travailler au plan national et à essayer de légiférer ou d'apporter des réponses en me questionnant moi-même sur mes propres territoires. On a fait intervenir une candidature POPSU territoire sur une de mes communautés de communes qui est à l'écart des grandes infrastructures. Elle est traversée par la LGV, mais la LGV il n'y a pas de gare. Donc c'est en Sud-Charente, ça s'appelle, c'est une communauté de communes issue de la loi NOTRe, 55 communes. On la traverse en 3/4 d'heure, 1 heure. Ça s'appelle La Valette, Tude-Dronne, du nom des 3 ruisseaux que j'appelle un peu rigailloux de chez moi, parce qu'avec la sécheresse, il n'y a souvent pas beaucoup d'eau. Et en fait, ce territoire, il est très intéressant, comme d'autres territoires en Charente d'ailleurs, parce qu'il commence à y avoir une communauté d'acteurs qui se met en place. Et là, on est vraiment dans le concret, me semble-t-il. Une communauté d'acteurs, et là je voudrais vous alerter tous, et j'ai un petit peu ressenti ça dans certaines présentations. Moi je voudrais vous alerter sur l'idée que dans les différentes sphères qui ont été décrites, il ne faut pas oublier le monde économique. Parce que le monde économique, alors je ne parle pas de ceux qui font pression pour avoir une parcelle dans un PLU, parce que voilà, ça peut arriver aussi. Mais il y a tout un réseau qui est très intéressant sur mon territoire. Par exemple, il y a le réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre en Poitou-Charentes, c'est un réseau national. Hein. Ce sont des acteurs du monde économique qui ont une vision du territoire et qui s'accompagnent les uns les autres, quitte à aller voir les élus, pour partager leur vision d'ensemble du territoire et proposer des collaborations avec les communautés de communes. Là, il va y avoir une signature d'une convention entre ce réseau Entreprendre et une communauté de communes dans mon secteur, parce que même les entreprises entre elles ne se connaissaient pas. Donc comment créer, par exemple, si on parle d'économie circulaire, si on parle de récupération de matériaux, comment créer tout un réseau dans un territoire si même le monde économique qui produit des déchets, par exemple, mais qui produit aussi des fenêtres, j'en sais rien, et qui a besoin du bois de l'autre à 50 km, ne se connaissent pas. Et donc là, je voudrais vraiment vous alerter. Alors, il y a le bâtiment, il n'y a pas que le bâtiment, hein, mais ces mises en réseau sont essentielles. Et moi, je les ai mises en relation. Et on a fait donc sur mon territoire une série de tables rondes sur ces sujets où les acteurs économiques ont porté leur vision du territoire et partagé avec les élus. Je crois qu'il ne faut absolument pas oublier cela. Il faut vraiment l'avoir en tête. On a aussi quelque chose de très intéressant en Charente, c'est l'union patronale, bon, qui est affiliée au MEDEF. Mais l'union patronale a monté un think tank, un des seuls de la Charente, qui s'appelle Cap Charente.
Et je leur ai présenté justement tous les outils que nous avions votés, les ORT, Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville et les fameux CRTE. Je sais que les CRTE, on en a parlé ici ce matin, les contrats de relance et de transition écologique, qui sont un petit peu, on va dire, l'entonnoir de tous les politiques publiques en faveur de la transition écologique de nos territoires, portés par les services de l'État et les collectivités. Et l'idée, c'est qu'on en fasse des projets. Alors, je sais que c'est pas évident, mais en tous les cas, ils ont dit banco, ils s'en sont saisis et ils sont en train de travailler dessus. Ce que je veux dire, c'est que quand on est concepteur, quand on est dans ces métiers qui nous tiennent à cœur et pour lesquels on a fait beaucoup d'études, il faut quand même être très à l'écoute de son territoire. Les élus, on l'a dit beaucoup, mais aussi de tous les autres acteurs. Pour moi, c'est essentiel. Parce que vous avez dit quelque chose que je souligne et que je soulève. Qu'est-ce qui compte, en fait? C'est de connaître ces territoires, de développer ou d'en préserver l'authenticité. Mais moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fera que nos territoires s'en sortent? Parce que, par exemple, la Charente, c'est un territoire qui perd des habitants. Alors que la France gagne des habitants. On est, on va dire, une première partie de la diagonale du vide qui, finalement, existe toujours. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de faire ressortir l'identité des territoires. Et là, c'est votre job, c'est vos actions associatives, d'ailleurs, un peu tout ça mêlé. Et c'est cette conviction que vous aurez qui fera que ça aidera à revitaliser, ça c'est pareil, un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, peut-être un peu trop, mais réhabiter les territoires. Et puis je voulais vous dire un dernier point, c'est que moi je suis sur le territoire qui produit le cognac. Et je voulais vous parler du cognac parce que je vous ai dit juste avant que la Charente perdait des habitants. Et moi, ça me pose question. Quand je dis que la Charente est mon laboratoire, c'est un de mes enjeux, une question centrale. Le cognac s'est exporté à 98% dans 150-160 pays. Il y a un objectif à 10 ans, on en est à 230 millions de bouteilles exportées par an, produites sur le territoire. Objectif de 300 millions. C'est énorme. Et c'est assez peu connu en France. Mais je ne suis pas là pour vous vendre le produit. Je suis là pour dire qu'une production locale, qui a un cahier des charges avec une AOC locale, qui nécessite donc de l'économie, des moyens humains, donc des salariés dans plein de domaines, qui a besoin aussi de chais. Le cognac, ça se vieillit. Alors en moyenne 7 ans, mais ça peut faire des décennies. En fait, ça a besoin de chais. Et des chais, j'ai entendu parler tout à l'heure de sites Seveso. Chez nous, les sites Seveso, on en a partout. On a des sites Seveso parce qu'évidemment, c'est du stockage d'alcool. Eh bien, je vais vous dire que sur la loi climat, j'ai essayé de faire passer l'idée que même s'il fallait réduire la consommation d'espace et justement reconquérir le bâti existant pour le logement, l'idée, c'était derrière qu'il fallait trouver un équilibre parce que si on veut réhabiter nos logements vacants, nos bâtis vacants, il faut permettre à une industrie, par exemple, et vous avez parlé d'autres types d'industries, comme le cognac, de pouvoir s'étendre. Et c'est ce fameux équilibre, parce que le ZAN, vous en avez entendu parler du ZAN. Je ne parle pas du ZAN de la réglisse. Zéro artificialisation nette. Donc je rassure monsieur le maire, le ZAN, pour l'instant, ça n'existe pas. C'est un objectif dans la loi. D'accord ? Non, mais ça n'existe pas. Pour l'instant, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous l'impose, vous viendrez me voir. Voilà. On est sur un objectif de réduction de la consommation d'espace. Et là, dans mon territoire, on est à un point crucial où on a besoin d'espace pour les chais. On a énormément de vacances. On a du bâti, et les élus ne sont pas d'accord avec ce que je dis. On a donc du bâti autre. On a quelques friches, mais dans le sud-ouest, on a peu de friches industrielles. Et là, on a un point assez compliqué où il faut répondre aux enjeux climatiques de demain. Mais le développement durable, pour moi aussi, c'est l'idée qu'on produise quelque chose sur notre territoire, qui fasse des habitants, qui rendent le territoire attractif, qui produisent aussi des richesses pour permettre aux gens de vivre.
Mais là, je vais vous dire, en tant que députée, j'ai pas encore trouvé la solution. Donc, je finis sur quelque chose de pas si positif, mais en tous les cas, qui me motive. Et je voulais vous dire, voilà, que cet enjeu, c'était vraiment d'être vraiment, quand on fait ces métiers, en communion avec les territoires avec lesquels on travaille, en communication extrêmement élargie avec tous les acteurs, parce qu'il y a toujours, voilà, des choses un peu cachées qu'on n'entend pas en premier. Ça, c'est vous qui l'avez dit aussi tout à l'heure, c'était très intéressant. Et de dire que voilà, il faut continuer parce que je pense que l'avenir, au-delà de dire que c'est POPSU, c'est aussi vous, vos métiers, c'est l'avenir. C'est vous qui amènerez cette identité des territoires à se révéler et à amener aussi les élus qui n'ont pas le temps à se poser les bonnes questions et peut-être un jour changer d'avis et ne plus faire la zone d'activité sur le carrefour parce qu'il va comprendre qu'il y a du sens à développer ailleurs. Mais ça, c'est un métier et des choses de longue haleine et vous le savez tout à fait. J'avais envie de vous repasser la parole sur un témoignage de chercheuses sur nos sujets. Merci. Oui, effectivement, je pense que je rebondis un peu sur vos propos, Mme Marceau, quand vous expliquiez que vous avez besoin de prendre du recul et que le POPSU était arrivé. Je pense que c'est vraiment ça, l'apport de la recherche, qu'on soit élu, qu'on soit architecte urbaniste ou autre, c'est d'avoir une collaboration entre les praticiens et les chercheurs sont là pour produire de la connaissance et prendre ce temps long, ce recul que nécessite la recherche et pour aller alimenter les professionnels quels qu'ils soient. Et ça, je pense qu'on voit un essor, et tant mieux, dans les écoles d'architecture. J'en profite pour faire une petite publicité pour un guide qu'on a réalisé avec le Bureau de la recherche architecturale et paysagère, qui est accessible en ligne, justement, cette collaboration entre praticiens et chercheurs et la valorisation des thèses CIFRE. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des thèses qui sont réalisées au sein de collectivités, au sein de structures d'accueil, quelles qu'elles soient. Et c'est un triptyque d'un doctorant qui pratique aussi, souvent, et une structure d'accueil. Et donc, on arrive à des programmes avec de recherche-action comme le POPSU, comme le RPS qui a été cité, ou comme 1000 doctorants pour les territoires, qui sont des programmes qui se développent au sein des collectivités. On peut avoir des collaborations qui se font dans les agences d'architecture, mais aussi au sein des collectivités. Et je pense que, en tout cas, moi, je défends aussi cette pratique-là, mais je pense que l'apport entre les praticiens et les chercheurs, elle n'est pas que pour les praticiens, elle est aussi très intéressante pour les chercheurs d'être ancrés dans un contexte, elle est indispensable à l'heure actuelle et sur le contexte des petites villes qui, comme je disais auparavant, restent encore à explorer fortement dans la recherche scientifique.